Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. Ce soir, c'est Géraldine Prévost-Gigant qui va me rejoindre et c'est une grande joie de vous faire découvrir son deuxième livre. Enfin, son deuxième livre. Non, c'est pas son deuxième livre. Elle en a écrit énormément. C'est un livre qui est la suite, on va dire, et le complément du premier. C'est ça que je voulais dire, en fait. Bonsoir Solène. Bonsoir Yonats Marie. Je ne sais pas. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien en ce début d'été et début d'automne. Coucou Géraldine. Coucou. Alors voilà, je ne sais pas vous, mais chez moi il fait nuit déjà. Ceux qui sont en Bretagne, ils ont avoir de la lumière. Coucou Géraldine. Coucou Nathalie. Joie de te revoir. Oh bah joie partagée. Merci d'être là. Bah merci de me recevoir. Je suis contente. Je vois que derrière toi, il y a ce bébé d'amour qui est là. Oh oui, c'est mon bébé d'amour, c'est exactement ça. Alors, vous voyez, il est doré. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on voit bien la petite dorure là. Magnifique. J'ai essayé de faire une vignette à peu près dorée, mais bon, je ne sais pas si c'était remarqué, mais j'avais fait à peu près les mêmes teintes, tu vois, blanc, rouge, noir avec du doré. J'ai remarqué, je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais moi j'ai remarqué, j'ai trouvé que c'était très délicat, j'ai apprécié. Merci pour cette délicatesse. Mon hypersensibilité créatrice qui se manifeste toujours. Bon alors du coup, dans ma story, j'avais prévenu qu'on s'était déjà rencontrés. J'ai remis le lien de YouTube. Alors pour ceux qui nous découvrent toutes les deux, bah écoutez, voilà, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre en visio et qu'on parle de tes livres. Mais bon, voilà, il y en a plusieurs. Et là, la dernière fois, c'était sur celui de l'hypersensibilité spirituelle. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est la suite ou est-ce que c'est complémentaire ? On peut dire que c'est complémentaire parce qu'en fait, le challenge, il y a eu beaucoup de challenges pour moi avec ce livre. Le challenge a été que les personnes qui n'ont pas lu celui que tu viens de montrer, les hypersensibles spirituels, puissent quand même se plonger dans celui-ci, le dernier, celui-là, là. Oui. Mais que ce soit pas redondant pour ceux qui auraient déjà lu le premier. Donc, évidemment, challenge important. Et d'après les retours que j'ai, eh bien, voilà, j'ai réussi. Je suis contente. Bravo. Oui, c'est toujours. De toute façon, l'écriture d'un livre, c'est pas toi que je vais l'apprendre. C'est toujours un challenge. Toujours. Il y a toujours un truc. Voilà, on est à poil, hein, on se livre. À la fin, on se relit, on ne sait plus ce qu'on a lu, ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait dû dire, ce qui est déjà écrit. Et voilà, après, le sujet est tellement vaste qu'il peut y avoir un tome 3, hein, et ce ne sera pas redondant, hein, parce que connaissant ton expertise et non, mais ta vision très élargie de l'hypersensibilité, inéluctablement, moi, je suis certaine qu'on sera toujours enrichi par ces lectures, il y a pas de souci. Oh, et puis en plus, plus j'écris sur le sujet, plus j'étudie, plus je réfléchis, plus j'observe, plus émergent des informations, d'autres hypothèses. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus j'y vais, plus j'approfondis et plus je découvre et donc du coup plus j'ai à dire et c'est une aventure assez, ça m'émerveille en fait. De voir cette abondance d'informations qui arrive jusqu'à moi, que je peux ensuite retranscrire. Et une fois retranscrit, ça amène d'autres informations. Enfin, c'est comme le flot de la vie, quoi. Il y a quelque chose de très abondant sur ce sujet. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une aventure très, très riche, fructueuse, passionnante, fascinante. Oui, parce que tu abordes plein de sujets. Alors, je dis pas que tu les abordes pas au premier, hein, mais là, j'ai été
presque surprise aussi. Alors, je sais pas si on peut lire une partie du sommaire ou j'en sais rien. Je sais pas, c'est toi qui va mener aussi tu vois, notre rendez-vous de ce soir parce que évidemment, le but n'est pas de déflorer le contenu du livre parce que de toute façon, on pourra pas. En 1 heure, ce sera pas possible. Mais j'ai l'impression que c'est extrêmement élargi. Ça, on vient de le dire. Mais même des sujets, tu vois, la semaine dernière, on a parlé sur ce live de décès, de signes aussi de l'au-delà. Et tu en parles aussi, il y avait Sonia Barkala qui est très connue pour tout ce qu'elle a fait autour des EMI et tu abordes aussi le sujet. Donc je trouve que c'est singulier, tu vois, qu'on se retrouve aussi ce soir après ce live de la semaine dernière et je me dis, ben voilà, dans cette hypersensibilité-là, il y a aussi cette connexion à plus grand que nous, enfin en tout cas plus grand que nous, on va dire. Tout est grand parce que nous, on est déjà grand, mais de notre perception tout du moins. C'est tout à fait cette dimension-là que j'avais envie d'aborder pour le deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, pour le premier volume, j'ai osé dévoiler 2 aspects de ma personnalité aussi. Ça fait ton coming out. Voilà, j'ai fait mon coming out en termes d'hypersensibilité et de spiritualité. Oui. Et une fois que j'ai commencé, je me suis dit, ma cocotte va jusqu'au bout, en fait, continue. Et donc, j'avais l'impression d'avoir fait les choses à moitié, d'une certaine façon. Mais c'était très bien, il fallait que j'y aille graduellement parce que c'était aussi graduel ma découverte de cet angle de vue. Et j'ai très vite senti le besoin de parler des états de conscience. Déjà, j'en parle dans le premier, mais j'avais envie de parler de l'état de conscience des hypersensibles, de l'hypothèse que peut-être l'hypersensibilité, c'est aussi un état de conscience différent, des états modifiés de conscience peut-être plus fréquents. Et du coup, j'ai tiré ce fil-là et je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller observer finalement dans les hypersensibles spirituels, quelles ont été leurs expériences spirituelles particulières, extraordinaires. Et c'est là que j'ai eu envie d'aborder différents aspects dont les expériences de mort imminente, mais aussi pas que ça. Et ce qui était intéressant pour moi d'explorer, c'était est-ce que les êtres qui ont fait ce type d'expérience, c'est parce qu'ils ont fait ce type d'expérience qu'ils sont revenus, si je puis dire comme ça, avec une hypersensibilité spirituelle, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà une hypersensibilité spirituelle qu'il y a eu ce type d'expérience et que c'est encore plus présent. Et donc voilà, j'expose en fait différents aspects de cet ordre, pas que ça, mais voilà, c'est en effet une synchronicité intéressante de voir que la semaine dernière, tu étais sur cette thématique-là, et je trouve que c'est important en fait d'oser aller regarder de ce côté-là, parce que oui, il y a plus grand que nous, en tout cas ça paraît plus grand, et il y a tout le monde invisible, soi-disant invisible, qui n'est pas si invisible que ça d'ailleurs. Il y a ces connexions, ces sensibilités que certains hypersensibles spirituels peuvent avoir, découvrir, ça peut leur tomber dessus, entre guillemets. Et j'avais envie de creuser de ce côté-là, et visiblement, les hypersensibles spirituels sont contents que j'ai abordé, je suis allée plus loin dans ces domaines-là. C'est ça. Et ouais, je trouve que c'est bien de désacraliser aussi tout cet univers qui peut paraître un peu inquiétant quelquefois quand on n'est pas connecté, on va dire, de façon quotidienne, parce que quand on aborde ces sujets avec n'importe qui, très rapidement, on a toujours une connexion avec quelqu'un qui a vécu une expérience, soit de décorporation, soit de manifestation d'un défunt, soit d'EMI, soit quelqu'un qui a entendu parler d'eux. Enfin, je veux dire, c'est impossible maintenant de ne pas être au courant en fait de ce qui se passe. Et c'est pareil, c'est comme une forme de coming out aussi, de se dire ok, je me reconnais en tout cas être dans la capacité d'écoute, même si je ne comprends pas tout, même si je n'acquiesce pas tout, parce que
Tout le monde n'est pas forcément en phase à 300%, mais en tout cas, il y a une forme de bienveillance et de tolérance. Il y a moins, je pense, de sarcasme ou de sourire un peu narquois, tu vois, en disant, bon, elle est bien gentille, mais voilà. Et là, bon, il y a de plus en plus d'ouvrages aussi, beaucoup plus de témoignages. Donc, voilà, c'est magnifique. Du coup, j'aimerais envie de te... Vas-y. Oui, je voulais juste ajouter une anecdote, en fait, pour abonder dans ton sens. J'ai eu une personne, ou voire peut-être deux, qui m'ont fait des retours, des critiques positives de personnes qui ont des comptes Instagram de livres. Oui. Et je crois que l'une ou deux d'entre elles ont prononcé le mot ésotérisme. Oui. Et avec mon éditeur, on en a parlé parce que chez le Duc, il y a aussi le Duc Éso. Et moi, j'insiste toujours sur le fait de ne pas vouloir rentrer dans la rubrique ESO. Complètement d'accord. Sauf pour un projet que j'ai là pour l'année prochaine, mais vous saurez pourquoi et ça a tout son sens. Pub. Bah écoute, teasing, c'est bien. Teasing. Mais en fait, pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas ésotérique. Complètement. C'est ésotérique pour les personnes qui découvrent ces connaissances, ces expériences, ces recherches, ces découvertes, parce qu'il y a énormément de scientifiques qui s'intéressent à tout ça, qui creusent, qui planchent, qui trouvent. Il y a énormément d'enquêtes, de témoignages sur ces choses-là, qui sont en fait des interrogations que les humains ont sur des mystères, sur des choses qui ne sont pas expliquées scientifiquement, mais dont des centaines de milliers de personnes témoignent. Donc, centaines de milliers de personnes, c'est pas très ésotérique, mais c'est ésotérique dans une société cartésienne. Et c'est pour ça que je tiens en fait à ne pas rester, à ne pas être rangée dans la case ésotérisme, non pas parce que je n'aime pas l'ésotérisme, mais parce que aujourd'hui nous sommes à un niveau de conscience collectif où ça n'est plus ésotérique. Les gens parlent, les gens témoignent, les gens n'ont plus peur de passer pour des fous, les gens s'interrogent, les gens ont envie que d'autres cherchent, trouvent, voilà. Et en fait, je parle de la vie, mais de la vie plus subtile et d'expériences qu'on dit aujourd'hui extraordinaires, mais qui dans d'autres civilisations n'étaient pas extraordinaires non plus. Exactement, Voilà. c'est très culturel. Et justement, je parlais de Sonia Barkala, mais dans son film Faux départ, il y a des témoignages de scientifiques. Hein. Donc voilà, il suffit juste de se référer aux bonnes personnes et aux bons ouvrages, et on voit que voilà, tout ça c'est ok. Mais je suis vraiment en phase avec ta façon de voir les choses. Et c'est vrai que bah voilà, nous et nos émotions, ça va faire 2 ans que je fais ces lives et j'ai invité pas mal de personnes qui sont un petit peu voilà, dans ces univers-là. Et j'aime bien ne pas aussi faire partie d'une caste de gens classés ésotériques, alors que voilà, je suis comme ça depuis que je suis petite parce que c'est culturel aussi chez moi. Et je n'ai pas de codification ni chartée dans ma communication, ni vestimentaire, tu vois. Il n'y a pas de code de fille ésotérique, quoi. C'est bon, après une natte, c'est pas ésotérique. Enfin, je déconne, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tout à fait. Moi, c'est ça qui me gave un peu, mais bon, c'est peut-être générationnel, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contes qui se ressemblent parce qu'ils sont tirage de cartes ou ceci ou cela ou machin. Et moi, en fait, je suis tout ça, mais j'ai pas envie qu'on m'identifie à quelque chose en particulier. Je suis un tout, en fait. Et ce côté ésotérique ou très classifié, je trouve que c'est préjudiciable même à l'art de cette capacité d'éveil, en fait. Et je trouve que ça galvaude beaucoup de choses. Et c'est comme voilà, j'aime bien l'idée de l'incarnation aussi dans la matière parce que sinon c'est décorrélé de notre réalité et c'est pas la réalité. Et du coup, bah, je fais encore un lien, excuse-moi Géraldine, mais en même temps c'est complètement en lien. La semaine dernière, j'ai eu un signe d'un défunt pour sa maman, c'est Axel qui est décédé le jour de ses 20 ans. Et bon, pour ceux que ça intéresse, vous irez regarder l'IGTV de la semaine dernière ou sur YouTube. Et c'est magnifique, c'est incarné dans la matière, donc ça peut paraître perché, ésotérique, ce qu'on veut, mais en attendant, ce qui s'est passé, vous pourrez regarder, c'est dans les 5-10 premières minutes du live, c'est juste un truc incroyable. Et voilà, donc la vie, après, on en pense ce qu'on veut, hein. On peut penser qu'on est barré, perché, hypersensible, mais
il y a des choses quand même sur lesquelles on peut se reposer en disant ah, c'est peut-être une synchronicité, mais en même temps c'est tellement puissant, tu vois, dans le corps et vibratoirement dans l'émotion, que là je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer de façon très concrète, quoi. Oui, absolument. Et alors du coup, j'avais envie de te... Parce que moi, je l'ai reçu hier, ton livre, et je te remercie du cadeau. Merci à ton éditeur qui est aussi le mien. Donc, elle, je la connais, la cachette de passe, elle va dire, j'en peux plus, elle n'arrête pas de m'envoyer des bouquins. Bref, c'est pas très grave. Donc, j'ai regardé rapidement, évidemment. Pardonne-moi de ne pas avoir pris le temps de le lire et dans la nuit. Comment ça? Ah non, mais alors... Scandaleux. Ah, mais vraiment. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui nous empêche d'être en contact avec cette hypersensibilité spirituelle. Alors nous, c'est acquis, bon bah c'est ok, c'est comme ça pour beaucoup de personnes qui nous suivent aussi. Et puis il y a peut-être des gens qui vont passer dans ce live en disant mais de quoi il me parle en fait? Et là, il y a beaucoup, tu as fait beaucoup de petits autotests, on peut peut-être pas appeler des exercices, mais des espaces de connaissance de soi à travers vraiment des choses clés que tu offres aussi. Et voilà, est-ce que tu peux parler aussi à ceux qui n'ont pas cette capacité de comprendre déjà le titre, tu vois, le pouvoir des hypersensibles spirituels? Je pense que leur expliquer le titre, c'est d'abord de démystifier et non pas désacraliser, de démystifier le terme de la notion et le terme hypersensible et de spiritualité. Pour beaucoup de personnes, l'hypersensibilité, c'est être trop, être dans l'excès, être instable, être inadapté, être fragile, alors que l'hypersensibilité, c'est être hyper au sens de ressentir fort et longtemps, avoir des flots et des flux de pensées variés et tous azimuts. C'est ressentir au niveau sensoriel d'une façon plus intense, plus intense sur un sens, deux sens ou plusieurs sens. Ça dépend du contexte, hein. On peut être très sensible au bruit, au son et à la musique comme je le suis. Et donc mal vivre la disharmonie sonore, mais on peut être aussi très kinesthésique et avoir du mal à vivre une promiscuité imposée comme dans le métro, la foule. Je dis imposée parce que quand c'est choisi, c'est déjà vécu différemment. Si par exemple on est à un anniversaire chez des amis et qu'il y a du monde, on va le vivre différemment et s'adapter différemment. L'hypersensibilité, c'est aussi l'hyperadaptation parce qu'on est hyper empathique, on est hypersensoriel et donc je suis allée un peu plus loin et c'est l'objet du premier livre avec une hyper intuitivité. On est hyper intuitif, voire parfois ça peut aller jusqu'à la prémonition, la clairvoyance et la médiumnité, des perceptions énergétiques, voilà, les hypersensibles ont des canaux ouverts et certains ont ces canaux-là ouverts et donc c'est ce qui m'a amené à parler de l'hypersensibilité spirituelle. Et spirituel, c'est aussi un mot qu'on peut avoir transformé ou dont l'interprétation n'est pas forcément la bonne. Pour moi, en tout cas, et tel que je conçois les hypersensibles spirituels, c'est être déjà dans une sensibilité au monde, une sensibilité au vivant, un intérêt, un attachement ou des valeurs humanistes, des valeurs de non-violence. Et ce sont des êtres, les hypersensibles spirituels, qui tendent vers le souhait que s'incarne sur Terre la paix, l'harmonie, l'altérité et que cesse tout ce qui est de l'ordre de la séparativité, de la lutte, de la guerre, du combat, de la destruction,
que ce soit de l'humain, de la nature, de l'atmosphère, etc. Donc c'est ça les hypersensibles spirituels. Et pour moi, la spiritualité, on n'est pas spirituel parce qu'on pratique une religion, c'est deux choses différentes. On n'est pas forcément spirituel parce qu'on est dans des choses ésotériques. Là, pour le coup, très ésotérique. Voilà, c'est aussi différent. Pour moi, être spirituel, c'est être dans un état de conscience qui devient de plus en plus fin, de plus en plus conscient, un état de conscience, un état de conscience avec conscience, où on affine de plus en plus, en fait, la conscience de l'instant présent, la conscience de nos actes, la conscience de moments de grâce, la conscience de l'harmonie, la conscience de ce qu'on peut poser comme acte, la conscience de l'impact de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, de nos sentiments, de nos intentions. C'est spirituel de protéger la faune, la flore, les éléments, de les respecter, de respecter la terre, voilà, de porter un regard. Alors là, plus sacré sur des choses de l'ordre du vivant et des êtres vivants. Donc pour moi, spirituel, c'est ça. Ce sont des êtres qui ont une aspiration, une inspiration à des choses élevées, à des choses harmonieuses. Et dans ce chaos, on en a besoin, vraiment. Donc quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce que c'est qu'hypersensible et qu'est-ce que c'est que spirituel et qu'est-ce que c'est que les deux en même temps, voilà ce que je lui dirais. Et si c'est un enfant de 5 ans, par exemple, c'est toujours bien d'imaginer qu'est-ce que je dirais à un enfant de 5 ans qui me dit mais c'est quoi hypersensible spirituel? Ben, je lui dirais hypersensible, on l'est tous. C'est après qu'on va se revêtir de gros manteaux qui nous cachent pour se protéger. Donc toi, petit être de 5 ans, tu es hypersensible parce que l'humain est un grand sensible, parce que l'humain est un grand affectif. C'est après qu'il va se barricader et se protéger. Et je lui dirais, et spirituel, tu l'es à partir du moment où tu aimes. Voilà. C'est ça, être spirituel. C'est aimer vraiment, sincèrement, profondément, directement, spontanément, dans un élan de pureté, en fait. Et tu vois, toi, des personnes que tu accompagnes justement qui, qui ont accès justement à cette hypersensibilité spirituelle à tes côtés, que tu vois évoluer et comment ça se passe pour eux? Bah déjà, ce que je peux dire en préambule à ma réponse à cette question, c'est que la, la, la naissance du premier volume m'a fait rencontrer des êtres qui se sont reconnus et ça a été un moment extraordinaire pour moi que de soudain sentir cette harmonie entre moi et les personnes qui venaient me consulter en me disant je me suis reconnue, vous avez parlé de moi, vous avez mis des mots sur ce que je ressens, vous avez donné des réponses à des interrogations. Et les personnes commencent à exprimer en fait comment elles sont hypersensibles spirituelles. Et voilà, ça a été pour moi un émerveillement de chaque instant que de découvrir des nouvelles personnes qui avaient été touchées par mon livre et je me sentais soudain, waouh, c'était comme si une couleur supplémentaire venait s'ajouter au tableau de ma vie. Voilà, c'était quelque chose qui venait colorer mon activité d'accompagnante et ça m'a émerveillée, ça m'émerveille encore. Et ce que je trouve beau en fait dans l'accompagnement des hypersensibles spirituels, c'est de les aider à débroussailler, à, à comprendre certaines choses par rapport à l'ego, ce que j'appelle l'ego sombre et l'ego lumineux. L'ego sombre qui est tout ce qui n'est pas très positif chez nous, hein, l'arrogance, le je veux, j'obtiens, la lutte, etc. Et l'ego lumineux, c'est quand on est
le contentement de soi, c'est l'ego lumineux. L'amour de soi, c'est l'ego lumineux. L'ego lumineux, c'est ce qui c'est ce qui permet à ce que notre âme puisse s'exprimer. C'est ce qui nous permet d'exister dans ce monde ici présent et de pouvoir rayonner et mettre ce qu'on fait au service de notre âme et des autres. Et donc, j'accompagne les personnes qui viennent me voir à, d'une part, de plus en plus comprendre que leur hypersensibilité est un cadeau malgré le contexte dans lequel nous sommes, de trouver aussi le sens que ça peut avoir. Pourquoi je suis à cette époque sur cette planète? Pourquoi maintenant, avec toute cette sensibilité qui est la mienne et où j'ai l'impression mais de pas être au bon endroit tellement c'est dingue, que tellement c'est l'opposé de moi. Et donc je leur permets de trouver du sens, de voir comment cette hypersensibilité, elle peut les aider, comment, à quel point c'est un trésor à préserver, à entretenir, à chérir. Et ce qui est beau, c'est de les voir petit à petit prendre appui, en fait, changer de regard, se faire confiance, garder les pieds sur terre et en même temps ouvrir encore un peu plus leur conscience. Et c'est là qu'en fait mon travail n'est plus un travail de psychothérapie, mais plutôt un travail d'accompagnante de vie. Je sais pas quel mot mettre là-dessus. Oui, c'est difficile de trouver des mots entre coaching, accompagnement. Enfin, je pense que tout est à inventer là. Carrément. C'est ce que je me suis dit. Complètement. Et comme je le trouve pas, je me dis, je suis là, je mets un titre qui est adapté au monde. Clair, je comprends. Et puis, de toute façon, les gens par eux-mêmes, dans les séances, sentent ou ne sentent pas qu'il se passe quelque chose. Parfois, ça fonctionne pas. Hein, c'est aussi comme dans la vie. Ouais. Il y a ce mystère, on peut aussi passer à côté de quelqu'un, et puis d'autres fois, on se rencontre et là, on co-crée quelque chose de formidable. Alors, il y a Sophie qui est une amie qui disait quelle merveille ce premier volume, merci. Oh, merci. Et Malika, c'est ça qui disait la conscience du moment de grâce avec un petit cœur, parce que je scrolle un petit peu. Alors, il n'y a pas de question encore, mais si vous voulez en poser, c'est le moment. Interagissez avec Géraldine. Merci pour ce moment lumineux que dit Sandrine. Merci à vous d'être là, c'est super. Et bonsoir à toutes les deux. Et voilà, je pense à n'avoir rien loupé. Je ne veux pas frustrer celles qui mettent des petits mots, parce que c'est quand même très sympa. Des petites étoiles aussi. Voilà, bon, j'ai fait le tour, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que tu as envie de révéler sur ce livre et sur voilà, je tombe sur Oser aimer, la honte des sentiments, tu vois. Bon, c'est déjà le titre est j'ai tellement... adoré écrire ça. Le titre est tellement dingue déjà. C'est quand même... moi, j'ai l'impression que je suis venue sur Terre pour ça. Hein, Bon, déjà, je m'appelle Ose Mary, donc tu vois, c'est pas la même orthographe, mais il y a un peu de ça déjà dedans. Ouais. Et ouais, Oser aimer. Je peux parler de ma motivation à écrire un deuxième volume. Mon éditeur ne s'y attendait pas. Quand mon éditeur a vu arriver le synopsis qui était déjà qui est descendu d'un coup, qui était déjà tout prêt, il m'a dit banco. En fait, ce qui m'a motivée à écrire ce volume-là, c'est que pendant que j'ai fait la promo du premier volume, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tellement encore à dire. De parler du premier volume en fait a entretenu le flot et le flux d'informations à transmettre. Et mon intention avec ce second volume, c'était très prémonitoire une fois de plus, comme quasiment à chaque fois avec mes livres, c'est que je me suis dit, ok, maintenant, il y a des hypersensibles spirituels qui peuvent poser un mot, qui se sont reconnus et ça leur a fait énormément de bien. Voilà. J'ai envie maintenant de leur proposer une feuille de route pour traverser le chaos.
et je ne pensais pas si bien dire ou si bien répondre aux besoins. Donc j'ai senti que quelque chose était nécessaire, la naissance d'un autre livre était nécessaire pour leur apporter des clés pour continuer à être dans un développement personnel et spirituel de façon à pouvoir trouver sa place dans le monde. Et ça a été tout le fil rouge en fait de l'écriture de ce livre, c'est comment, alors qu'on se sent complètement en décalage avec notre société, comment est-ce qu'on peut contribuer à un monde meilleur? Et en fait, c'est tout l'objet de ce livre. Et donc, il est divisé en 3 parties, c'est-à-dire prendre conscience de nos pouvoirs pour nous-mêmes, en termes de prise de conscience de ce qui nous habite, de qui nous sommes en tant qu'hypersensible spirituel. Donc je parle de l'intelligence intuitive, mais je parle aussi de l'intelligence spirituelle et je vais même jusqu'à parler du haut potentiel spirituel. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà, je trouvais que c'était intéressant, donc j'ai creusé le truc et vraiment, on peut parler chez certaines personnes de haut potentiel spirituel parce qu'il y a une rapidité, une fulgurance, une compréhension, comme s'ils étaient arrivés avec déjà tous les dossiers intégrés. Voilà. Et ensuite, il y a la seconde partie qui est nos pouvoirs avec l'autre et aussi les pièges. Et donc, il y a toute une progression concernant l'amour humain, l'amour égotique, l'amour passionné. Et puis, je monte petit à petit, au fur et à mesure des chapitres, vers un amour plus inconditionnel, un amour plus large, un amour divin. Et la troisième partie, c'est notre pouvoir pour le monde. Donc, je parle de l'éco-anxiété, comment on peut faire avec ça. Je parle de la compassion. Je parle aussi de comment nous, en relation avec le monde plus large, comment on peut trouver sa place et comment on peut incarner nos valeurs, les valeurs qui nous parlent en tant qu'hypersensible, en tant que spirituel, en tant qu'hypersensible spirituel. Et voilà, et donc ces 3 parties, pour qu'on puisse à la fois travailler sur soi en tant que lecteur et découvrir des choses qu'on n'avait peut-être pas encore explorées jusque-là, trouver aussi des points d'appui pour améliorer nos relations et éviter de tomber dans certains pièges. Hein, je parle de la toxicité, je parle des difficultés relationnelles qu'on peut rencontrer. Et cette troisième partie sur l'état du monde. Comment on fait quand on est hypersensible, quand on a une conscience spirituelle et que tous les jours on allume son poste de télévision et qu'on voit ce qu'on voit en ce moment. Franchement, quand je vois ça, je me dis ce livre, j'ai bien fait de l'écrire maintenant. Comme tout, aussi pour le premier, il y a une sorte d'urgence et j'aurais tant aimé me tromper. J'aurais tant aimé que mon éditeur me dise écoute, ça marche pas, ça les intéresse pas parce qu'en fait ils vont bien, le monde va bien, on n'en a pas besoin de ton livre. Moi j'aurais aimé, hein, en fait. C'est clair. Et du coup, moi ce que j'aime dans le titre, c'est le mot pouvoir. Alors c'est pas le pouvoir dans l'ego et le pouvoir de suprématie sur le monde parce que tu y as cette planète magnifique de ce monde, mais c'est reprendre son propre pouvoir. Absolument. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc c'est entre nos mains. Et il n'y a personne qui peut nous donner l'autorisation, comme tu disais, ces personnes qui viennent te consulter après le premier livre et qui disent bon voilà, je me suis reconnectée et c'est comme si tu avais un peu initié d'une certaine façon, enfin en tout cas la lecture de ces livres-là, les personnes se donnaient l'autorisation de se reconnaître et une forme de permissivité, de se dire ok, je suis. Je mets tous les puzzles et c'est moi. Mais là, effectivement, qu'est-ce que j'en fais? J'ai ce pouvoir-là et j'ai la capacité aussi de prendre ma vie en main et de ne pas être non plus victime de mon hypersensibilité. Absolument, absolument. Et au contraire, d'en faire une force. Et c'est vraiment ce en quoi j'ai l'impression... tu es complètement dans l'air du temps. Tout à l'heure, tu disais, voilà, des livres initiatiques, mais je sais pas, c'est pas le terme que tu as employé, mais novateurs. Oui, mais si, oui. Et oui, non, mais parce qu'on est en plein dedans, en fait. On s'est reconnu, ok, mais maintenant, ça suffit pas. Qu'est-ce que j'en fais? Et je ne suis pas victime de mon hypersensibilité. Ça n'est pas un drama queen non plus.
C'est voilà, je suis, j'incarne et c'est OK en fait. Et donc voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et au service de l'amour, au service de ce don et qui est plus fort que soi. C'est un peu la vocation qu'on a, voilà, quand on est arrivé à un, je sais pas, je vais pas dire degré parce que ça fait très très dans l'ego, mais avoir une connexion à cette conscience-là, que ça nous dépasse en fait. C'est pas un truc du nombril, c'est quelque chose qui va au-delà de sa propre personne en fait. Hein. C'est un peu la petite pyramide de Maslow, mais beaucoup plus élargie, je trouve, hein, parce que pour moi, il y a plusieurs steps et il y a des choses qui sont fondamentales. Si on devait créer une pyramide de l'hypersensibilité spirituelle, je pense qu'on ferait des strates où on verrait que c'est voilà, ce monde il est vraiment à la base en fait de cette pyramide là aussi, parce que on s'offre au monde en fait dans ces moments-là. Je trouve qu'on est complètement décorrélé de notre propre personne, avec des velléités très perso. Alors bien sûr, tu vas me dire oui, bah ok, elle est sympa, mais il faut quand même bien payer son loyer, il faut bouffer, ok. Mais je veux dire, on peut être au service tout en étant dans cette matière incarnée et au service du monde en fait. C'est voilà, je n'ai pas lu ton livre, mais c'est à travers ce que tu dis que j'arrive à le décoder comme ça. Absolument. Absolument, euh, c'est ça en fait, selon moi, la sagesse, c'est-à-dire être dans la matière et en même temps être connecté aux choses subtiles. Et notre hypersensibilité nous connecte forcément aux choses subtiles parce qu'on est bombardé d'informations subtiles qu'on reçoit sur le plan conscient, sur le plan inconscient. C'est pour ça aussi qu'on est fatigué parfois, qu'on réalise les trucs une fois qu'on a dormi et qu'on se dit mais parce qu'il faut que ça descende. C'est clair. Donc en fait, il y a énormément d'informations subtiles que l'on capte et comment trouver son équilibre entre le monde réel incarné parce que nous sommes des êtres incarnés et en même temps garder contact avec notre sensibilité et voir que cette sensibilité n'est pas un appendice en plus, un truc encombrant, un truc oui, encombrant, mais qu'au contraire, ce sont des aspects, parce qu'on n'a pas tous la même hypersensibilité, mais notre façon d'être au monde est très sensible. On est sensible à beaucoup de choses. Et comment on fait pour trouver son équilibre et tracer sa route au milieu du chaos, au milieu de la beauté, au milieu du chaos, de la beauté, du chaos, de la beauté, parce que finalement, cette dualité, elle est en permanence. Et comment on fait pour être le plus sage possible? Et quand tu parles de cette pyramide, ça me fait penser à... Pour écrire ce livre, j'ai vraiment gardé à l'esprit cette notion d'évolution de conscience. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à proposer l'hypothèse des hypersensibles spirituels, puisque j'ai suivi le fil de « et si nous étions dans un processus d'évolution », ce dont je suis convaincue, enfin tant bien que mal on essaye, hein, on est dans un processus d'évolution, et si être de plus en plus sensible et hypersensible et être spirituel, et si c'était ce vers quoi l'humanité tend, plus on a de conscience, plus on perçoit les choses finement. Et si on est dans une société brute, c'est là que ça devient compliqué. Mais si le futur est un aboutissement, un step supplémentaire à notre évolution, il est fort probable que nous serons beaucoup plus sensibles à beaucoup de choses et que nous allons créer un environnement en adéquation avec notre sensibilité. On y aspire en tout cas. Voilà, plus d'harmonie, plus de sagesse, plus de beauté, plus de respect du vivant, etc., etc. Donc, quand tu parles de level, de pyramide, tu vois, ça me fait penser à cette idée que nous sommes dans un processus évolutif aussi au niveau de notre conscience, pas seulement au niveau de notre adaptabilité au monde du vivant, à la Darwin, mais il y a aussi une évolution au niveau de notre conscience. Et notre challenge individuel, c'est de nous poser la question où j'en suis avec mes états de conscience. Sans jugement et sans se flageller, c'est-à-dire où j'en suis, quoi, honnêtement, en toute honnêteté avec soi-même, et comment je pourrais être plus élégante, plus en harmonie, plus juste,
plus sage, et de le faire avec beaucoup de douceur, de compréhension, parce que sinon c'est disharmonieux et c'est contre-productif et ça n'a pas de sens. Bah, en fait, quand je t'écoute et par rapport à ça, je me dis, tu vois, tu parles de fait de s'adapter et je me dis, quand on s'adapte, c'est qu'on a l'impression d'être handicapé en fait, alors que c'est pas un handicap. Et on n'a pas à s'adapter. Comme un handicapé, il n'a pas besoin de s'adapter. Il est, en fait. C'est nous qui devons nous adapter à lui. Mais je veux dire, lui, il est, quoi. C'est OK. Et de ce fait, cette évolution, elle est naturelle, en fait, pour moi. Donc, ça fait partie du processus de vie. Euh, alors, il y a quelqu'un qui a débarqué qui a dit, Miss Fred, qui dit je prends cours, désolé, du coup, ne sois pas désolé ou ne soyez pas désolé, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous avez donné la définition des hypersensibles spirituels. Oui, donc ce sera en replay en IGTV, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y a Sophie qui me fait rire et qui dit la pyramide de Nathalie. Parce qu'en fait, je suis en train de créer quelque chose, moi, avec les fleurs de Bach. Et voilà, et j'ai fait, c'est pas une pyramide, mais du coup, j'ai fait un processus ascensionnel aussi, tu vois. Et j'ai ascensionnel, c'est dans le sens de l'évolution. La pyramide, c'est pas quelque chose qui me parle de façon naturelle. Hein. Je suis pas égyptienne ni quoi que ce soit. Mais il y a le côté effectivement ascensionnel et qui est en forme qui s'affine. Conique, voilà exactement. Donc forcément il y a ce côté image qui est très intéressante aussi. Et donc il y a des bases fondamentales à mon sens, comme tu disais, des steps, des marches, une évolution qui se fait en fait. Et c'est propre à l'homme et c'est à notre insu finalement. Même si on ne veut pas évoluer. C'est pour ça que je te posais la question de savoir les gens quand ils viennent te voir ou qu'est-ce qui fait obstacle à cette hypersensibilité spirituelle. Alors moi, je côtoie des personnes, et je ne suis pas la seule, n'est-ce pas, qui se ferment à toute chose et qui disent non. Et je dis ok, mais tu te frottes à moi, chouchou, donc inéluctablement, putain, t'as pas le choix, tu vois. Après, moi, je fais pas de forcing, mais je veux dire, le fait déjà d'être en frottement les uns avec les autres, l'évolution, c'est inéluctable. Parce que même si tu ne veux pas et que tu fais obstacle à tout, alors je ne sais pas comment tu écris dans le bouquin par rapport à ça et les relations hommes-femmes, les couples, la relation humaine, etc. Mais je veux dire, de toute façon, ça frotte, ça gratte et ça pique quand on est à côté d'un hypersensible spirituel. Donc, même si tu veux pas évoluer, de toute façon, ça te fait quand même ouvrir ton état d'esprit sur un autre que toi qui est différent de toi. Donc, est-ce que c'est d'évolution? Je ne sais pas. Mais à mon sens, si tu continues à te frotter à l'autre, forcément, il va y avoir... ça va faire quelque chose, quoi. C'est comme les pulls, tu sais, tu les achètes, ils sont tout doux. Et puis, au bout d'un mois, il y a des boulettes partout. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Bah, t'as évolué, tu vois. T'as pas eu le choix, en fait. Donc, voilà. Je sais pas ce que tu penses de ce que je dis, mais... Bah, bah, pour être très honnête, je me disais, ben mince alors, parce que moi, j'ai pas de gens qui se braquent. En fait, je pense qu'ils rentrent pas dans le champ Oui, ou que je les vois pas. c'est ça. Et quand je suis dans la vie normale, en dehors de ma vie, je sais pas comment dirais-je, quand je suis dans la vie mondaine, comme on disait avant, je suis rarement dans une vie mondaine d'ailleurs, mais si par exemple je suis dans un endroit où on se retrouve tous pour un sujet commun, voilà. Et en fait, je suis très très discrète sur tout ça. J'observe. C'est comme si je visitais une autre planète et c'est comme si je visitais un autre pays avec des us et coutumes totalement différentes des miens, par exemple le Japon. Et donc, je fais comme eux. Donc, je me fonds, en fait. Je fais ce que font souvent les hypersensibles, c'est que je fais la caméléone. je me fonds. Peut-être parce que j'ai conscience que vibratoirement, il se passe des choses et que, voilà. Et que je suis dans une forme d'acceptation des différentes colorations des êtres et chacun en est là où il en est et il fait comme il peut. Si par contre on vient se frotter à moi, comme tu le dis si bien,
je vais attendre de voir, je vais observer, je je me précipite pas, en fait. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Et et je pense que c'est bien de on on c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui passent à côté des autres, qui passent à côté de moi, on passe. Parfois, on rate une rencontre parce qu'on n'a pas eu. C'était pas le bon moment, on n'était pas réceptif, notre état de conscience n'était pas celui-là, et donc on s'est raté. On n'a pas eu la conscience de la dimension de ce qui se passait dans cette rencontre. C'est ok. Parce qu'on ne sait pas la trace que ça va laisser. Il y a des graines qui vont fleurir peut-être. Et si ça fleurit pas, tout est juste. Mais bien sûr. Tout est juste. Il y a Patricia qui dit: est-ce qu'un hypersensible peut avoir des réponses intuitives face à des situations, des problèmes à résoudre, etc. Bien sûr. Le simple piège, c'est que les réponses, d'où elles viennent. Et donc, normalement, les réponses intuitives sont tout de suite, sans que le mental s'en saisisse. Quand le mental commence à cogiter le truc, on peut là se dire que notre inconscient, nos résistances, nos désirs, nos projections, nos croyances viennent recouvrir le tout. Mais justement, oui, les intuitifs, enfin les hypersensibles spirituels, c'est pour ça que mon sous-titre du premier volume, c'était ces intuitifs au cœur d'or. C'est parce que vraiment, il y a une intuition très forte qui est parfois inhibée par un doute de soi. Voilà. Ces intuitifs au cœur d'or, parce qu'ils sont généreux et qu'ils sont très intuitifs. Mais c'est parfois, cette intuition, elle va être malmenée par notre histoire de vie, des croyances, une hyper-adaptation à un monde hyper-cartésien dans une famille, par exemple, où c'était vu comme un truc du luberlu. Et donc, il va y avoir tout un chemin pour retrouver ce que l'on avait initialement en soi. Bien sûr. Mais oui, s'il n'y a pas de friture sur la ligne, l'hypersensible spirituel a des fulgurances, des informations pures, assez rapidement, enfin normalement rapidement parce que l'intuition c'est immédiat. C'est fulgurant. Voilà. Après, c'est comment on fait, si on accueille ou pas, si on se prend la tête ou pas, si on parasite avec le mental, si on projette. Et là, c'est là que ça se complique. C'est ça. Il y a Stéphanie qui dit: je suis abonnée à vos comptes aujourd'hui. Je me suis abonnée. Le sujet m'intéresse. Géraldine, comment se passe une consultation, s'il vous plaît? Merci. Oh, la question la plus difficile qui soit. C'est clair, parce que c'est vraiment en fonction de chacun, ça. Hein. Bon, déjà, je ne reçois plus qu'en ligne pour les individuels depuis la pandémie. Voilà, c'est mon nouveau rythme de vie et on peut travailler en direct, quoique c'est direct en ligne. Hein. Pour moi, c'est super direct, même certains diront que c'est hyper direct. Et hyper connecté, alors au sens propre et figuré du terme. Voilà. Moi, j'ai vécu des séances, mais folles, quoi. Bah, c'est exceptionnel, vraiment. Ceux qui doutent, vraiment tester parce que c'est... Bien sûr. Fabuleux. C'est les inconscients communiquent et la notion d'espace et de temps, on sait bien, est tout à fait relatif. Et, exactement. Voilà. Mais et on peut travailler donc en présentiel avec moi uniquement en stage. Pour l'instant, hein, de l'année prochaine, je peux changer aussi des choses. Mais bon, voilà, donc c'est en ligne. Et comment ça se passe, ces consultations avec moi? La personne va bénéficier de mon savoir-faire qui remonte à plusieurs nombreuses années, mais elle va aussi bénéficier évidemment de mon hypersensibilité parce qu'en travaillant sur ce sujet, j'ai découvert qu'en fait, je prenais beaucoup appui sur mon hyper-intuitivité, mon hyper-sensorialité, mon hyper-empathie et mon hypersensibilité. Et ça m'a rendu un grand service parce que au lieu de cacher ceci, j'accepte ceci et donc je mets tout ça au service des personnes que j'accompagne, donc ça change beaucoup de choses. Et donc, je fais du sur-mesure. Moi, je dis que je suis un couturier qui fait une robe unique sur chaque personne
qui vient me rencontrer. Je préfère un travail sur la durée parce que c'est un vrai accompagnement. C'est clair. Et je travaille à la fois sur les choses du passé qui ne sont pas nettoyées, les croyances limitantes qui ont été transmises de génération en génération ou qu'on a appris durant nos traumas de vie. J'accompagne la personne d'un point de vue aussi philosophique et spirituel. En fait, la personne vient avec sa demande et eh bien, on part pour un voyage. Alors, je vais lui poser des questions, je vais écouter. Il y a énormément d'informations qui vont m'arriver sur le plan conscient, inconscient, verbal, non verbal, etc. Je vais entendre quels sont les freins, ce vers quoi elle va. Est-ce que ce vers quoi elle va, ça va vraiment être en harmonie avec son être? Ça, on va creuser ensemble. Regarder les freins et l'aider petit à petit à lever les leviers, à libérer ce qui est bloqué, à fluidifier tout ça et à apprendre à se connaître davantage, à explorer encore et encore les dimensions inconnues de soi, avec ben voilà comment découvrir où se trouve, à quel moment je suis dans l'ego sombre, à quel moment je suis dans l'ego lumineux, à quel moment je suis dans l'ego spirituel, à quel moment là je suis dans la grâce et dans cet alignement où là, il y a, là, mon être de sagesse, il pointe le bout de son nez et comment lui donner plus de place. Et donc, comment ça se passe? Ben, on échange, mais on ne fait pas que... Enfin, moi, mon travail, il n'est pas que sur la parole, il est très vibratoire. En fait, je sens, je ressens, j'entends. Ça se passe à plein de niveaux de conscience. Et dans les groupes, c'est la même chose, mais démultiplié, en fait. Voilà, parce que c'est plus fort et plus intense. Donc, il y a une dimension psychologique, il y a tous mes acquis de psychopraticienne et de psychothérapeute, mais il y a aussi ce que je mets au service de la personne, c'est ce que j'ai appris et traversé durant plus de 30 années d'exploration de spiritualité. Et je découvre encore et encore, parce que moi, je me considère comme une chercheuse. Voilà, il y a toujours à découvrir. On fait un pas, on découvre un truc, on fait un autre pas. Et il y a des gens qui sont un petit peu plus en avance sur le chemin, dont moi. Donc, je suis là pour aider ceux qui sont un peu moins loin, mais en fait, on est tous dans la même barque. Donc, Exactement. voilà. Alors, je regarde, il y a Oriane qui dit bonsoir, oui, tout à fait, c'est difficile de toujours laisser son intuition décider. Il y a souvent le doute à cause de notre subconscient qui nous rappelle à l'ordre. Mais perso, j'essaie d'utiliser que, et il n'y a pas la suite, que l'intuition, si c'est ça. Et oui, en fait, c'est ça, hein, c'est ce que vient de dire aussi Géraldine par rapport à ces filtres aussi qu'on peut avoir et ces perceptions qui peuvent être effectivement de l'ego, des peurs, des choses qui ne nous appartiennent pas, de la généalogie, voilà, et qui fait qu'on est, des fois, on est, comment dire, c'est comme s'il y avait des interférences en fait, mais le fond du fond, il est là. C'est juste que l'accompagnant, là en l'occurrence Géraldine, en fait, elle est là comme une forme de guide. Donc, elle voit le fil ténu entre le début, le A et le point B et le point jusqu'à la fin. Et nous, des fois, on est englués dans nos histoires. Et c'est toujours important aussi d'avoir un soutien pour pouvoir avoir une forme de clarté aussi sur nous-mêmes. Et des fois, on arrive à l'obtenir tout seul, mais des fois pas, en fait. C'est très complexe de faire le clair en nous. Mon mental, donc, est toujours meilleur au sprint que mon intuition, mais mon intuition continue à s'entraîner. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit son dernier mot. C'est joli. J'adore. Voilà, il n'y a plus de témoignages, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir interagi comme ça. C'est vraiment très sympa. En fait, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que ce soit comment se passent mes consultations ou ce que je transmets dans mes livres, ou en fait c'est un tout. Je parlais tout à l'heure, quand j'expliquais à l'enfant de 5 ans l'hypersensibilité et la spiritualité, je parlais de ces manteaux en fait dont on se revêt, voire même ces cuirasses pour se protéger. Et finalement, notre véritable personnalité peut disparaître sous ces couches.
Et en fait, moi, je conçois l'accompagnement psycho et spirituel comme ceci, c'est-à-dire qu'en fait, on va petit à petit retirer les couches qui nous séparent de nous-mêmes et qui parasitent aussi notre rapport à l'autre et au monde. Et on va retirer couche après couche pour découvrir non pas qu'on est tout nu et vulnérable, pas du tout. C'est ça la grande surprise, c'est qu'on va découvrir qu'en fait, sous ces couches, il y a un être puissant au sens noble du terme, comme un soleil rayonnant. Il y a nous, il y a notre être pur, avec énormément de ressources, de beauté, de vérité, d'alignement, de spontanéité, et tout devient fluide. C'est-à-dire que plus on se libère de tout ce qui nous encombre, plus les choses sont simples et fluides. Parce qu'on va poser un regard plus juste, mais aussi on va poser des actes plus sains, et on va aussi faire des choix plus en cohérence avec notre véritable profondeur, notre véritable nature. Et notre vie va s'en trouver beaucoup plus simplifiée. Malgré le fait que nous sommes dans un environnement chaotique, dans cette crise de mort-renaissance collective, hein, mais on peut garder ce cap. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, bon, ce que j'ai transmis dans ce livre-là, mais c'est aussi mon leitmotiv de chaque jour, en fait. Mon envie, c'est ça, c'est d'aider à garder le cap. Ouais, et comme tu le disais, pour moi, voilà, faire bas les masques aussi, hein, de tous ces encombrements et ces parasites, mais qui nous sont nécessaires aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on a évolué, qu'on s'est construit. Ouais, mais justement, pour reprendre le titre de ton bouquin sur ce pouvoir, tu vois, et cette force inouïe qu'on a en fait en nous et auquel on est si peu attaché finalement. On est plus attaché à nos couches de superficialité qui nous encombrent et des fois qui nous freinent dans notre évolution, mais encore une fois, je mets beaucoup de bienveillance dans ce freinage parce que c'est quelquefois, c'est souvent nécessaire. On passe par ce chemin aussi de ce délestage au fur et à mesure. C'est quand on comprend comment ce mécanisme se sont mis en place, qu'on comprend avec bienveillance comment on était presque de facto obligé de passer par ce chemin-là aussi, mais de retrouver cette puissance intérieure, c'est quand même, c'est un truc de dingue. Et on est au cœur de nous-mêmes, en fait. Donc là, on est dans une toute puissance de qui l'on est. Et c'est pas toute puissance encore une fois, de pouvoir d'ego sur l'autre ou je ne sais quoi. Hein. C'est une puissance intrinsèque qui appartient à notre âme, en fait. Hein. Donc forcément, c'est illimité. Hein. Mais je pense qu'en effet, quand tu parles de toute puissance, du coup, je pense à l'illusion de toute puissance que oui. Dans laquelle notre collectif est dans une illusion de toute puissance. Nous en avons des illustrations. Pour ne pas citer certaines personnes en ce monde. Voilà. Et en fait, notre collectif est dans une illusion de toute puissance parce que elle est totalement impuissante. Donc, par compensation. Par peur. Et par peur, il y a cette illusion de toute puissance. Pourquoi ? Parce que finalement, le pouvoir, et le pouvoir du titre du livre, ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Exactement. La reconnexion. Et je ne parle pas de religion, c'est pas. Voilà. À partir du moment où on apprend à s'aimer véritablement soi-même et on n'est plus dans la détestation de soi, la séparation entre soi et soi, ou des idées fausses sur soi-même et qu'on s'est vraiment rencontré, il y a un amour qui est plus pur et direct envers soi-même, ça va changer notre rapport aux autres, ça va changer notre rapport au monde, on va être touché. C'est ça, aimer aussi, c'est être touché par un arbre dans la lumière, comme ce matin, j'étais émerveillée par ça. On va être touché par un animal comme le mien qui dort là, dans mes bras. On va être touché par une phrase, on va être touché par un moment. C'est ça l'amour. Et donc comment on va aussi pouvoir diffuser des actes harmonieux. C'est aussi ça l'amour. Donc finalement, notre plus grand pouvoir hein, qu'on ne connaît pas, c'est ce pouvoir d'être en relation, d'être dans l'harmonie. Et c'est l'amour, il n'y a pas... L'amour est
est un arc-en-ciel. À un moment donné, je parle de ça dans le livre, c'est qu'il n'y a pas une forme d'amour, il y a des formes, et encore, je pense que mon état de conscience ne veut pas toucher tout, en fait, hein, mais c'est comme un cristal qui défracte la lumière sous la forme d'un arc-en-ciel. Donc l'amour, c'est ça, on peut incarner de différentes façons cette énergie. Et je pense que le pouvoir de l'humain, c'est ça. Et que quand l'humain arrêtera d'être dans son illusion de toute puissance, que l'humain va toucher son impuissance, ben derrière, on rencontre cette énergie-là. Mais il faut pouvoir à un moment... Malheureusement, l'être humain aujourd'hui ne peut pas contacter ces dimensions fortes de sagesse sans avoir mis un genou à terre. On est à un niveau de conscience où, voilà, pour qu'une porte s'ouvre, on doit mettre un genou à terre. Et en même temps, parce que l'ego doit à un moment donné lâcher pour qu'on puisse accéder à d'autres dimensions de notre être. Et c'est individuel aussi, c'est pas que collectif. Ça fonctionne de la même façon. Et cette toucher du doigt, cette vulnérabilité, ça nous permet aussi de reconnecter avec cet amour et cet état de grâce, en fait, hein, voilà, qui est complètement... Il n'y a pas de mots, en fait. Hein. Quand je parle d'état de grâce, je ne sais pas comment l'appeler avec des mots, en fait. C'est quelque chose qui dépasse totalement l'entendement. Et... Ouais. C'est difficile hein, de le traduire le plus fidèlement possible avec nos mots qui réduisent en fait. Alors il y a Stéphanie qui dit « Ok, merci pour la réponse. Donc la lignée des ancêtres est transgénérationnelle. Vous travaillez dessus en faisant un soin énergétique. » Alors je ne vais pas répondre à ta place, mais en même temps, dire la parole et la présence de Géraldine, elle est déjà très énergétique. Hein. Donc... Des fois, il n'est pas nécessaire de faire des soins énergétiques. Hein. On sait ce que c'est, Géraldine, d'être touchée justement dans cet état de grâce avec l'autre en connexion, où là, on sait que l'ADN de la personne a été touché au même titre que nous, accompagnants. Voilà. Il y a quelque chose qui se fait, mais c'est un arrêt du temps, en fait. Je ne sais pas comment tu pourrais le dire avec tes mots à toi, Géraldine, mais c'est un truc de dingue. Je pense qu'il se passe, c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de dire, mais il se passe quoi dans mes séances? Je pense que c'est surtout mes patientes qui pourraient répondre. Si l'une d'entre elles est là ou des personnes que j'ai formées peuvent répondre à ma place, je pense qu'elles seraient beaucoup plus à même de poser des mots. Moi, c'est très compliqué de pouvoir expliquer, mais c'est vrai que ça se passe à tellement plein de niveaux de conscience. Il y a à la fois le conscient, l'inconscient, l'énergétique, le vibratoire. Je n'utilise pas d'outils, je déteste les outils, je déteste le mot. Parce que ça veut dire qu'on est des mécaniciens avec des objets. Donc déjà, non. Il y a une entrée en relation, il y a une transmission, il y a des portes qui s'ouvrent. J'utilise certes les mots, certes mon cerveau pour transmettre à travers mon langage, parce que c'est par là qu'on communique, mais pas seulement. Le silence aussi. Il y a le silence, il y a l'ouverture de cœur, et il y a des instants de silence où il y a quelque chose qui circule entre soi et l'autre. Et je pense que ce qui nous fait beaucoup de mal à nous tous, dans le domaine de l'accompagnement, c'est que nous sommes dans une société consumériste et maintenant les patients veulent qu'on soit des objets efficaces, avec des méthodes, des outils. Et donc, dis-moi ce que tu fais avec ton mode d'emploi. Et moi, je vous dis, au revoir. C'est pas moi qu'il faut aller voir dans ce cas. Pareil. Oui, mais c'est pas clair ce que vous faites. Viens le vivre. Tu aimes, t'aimes pas. Pour moi, c'est OK. Expérimente. Expérimente. Il n'y a que ça. Voilà. C'est comme si tu me disais, c'est comment la musique du tango? Je ne peux pas t'expliquer comment c'est. Viens l'entendre, viens vibrer ou pas vibrer. Tu as la chair de poule, ça te donne envie de danser ou pas? Mais je ne peux pas transmettre cette vibration du tango. Je vous dis ça parce que je danse le tango argentin, c'est pour ça, mais ça peut être pour une autre musique. Mais c'est la même chose en fait. Si ma personnalité t'attire, si mes mots te touchent le cœur, viens pour une séance et vois ce qui se passe. Et là, on est déjà sur de l'énergétique pour répondre à la question. C'est-à-dire qu'à mon sens, non mais c'est ça, c'est une présence en fait, quelqu'un. C'est une âme qu'on vient rencontrer et c'est une connexion d'âme.
C'est ok, et c'est pas descriptible en fait. Pourquoi on a autant d'attirance et de fulgurance des fois avec des gens? On fait partie de la même quintessence, de la même famille, de quelque chose qu'on doit certainement traverser ensemble. Même quand ça frotte et que ça pique, bah, c'est comme ça, c'est ok. Et donc ça, c'est de l'énergétique, hein. Vraiment, faites-vous confiance par rapport à ça. On n'a pas forcément. Alors, je ne dis pas la sonothérapie, tout est ok. Moi, je porte pas de jugement et c'est vraiment chouette que ça existe puisque chacun a ses canaux différents. Mais je veux dire, déjà, notre être en puissance, et tu parlais de ton animal qui dormait sur toi, c'est déjà de l'énergétique. L'animal et Géraldine, là, le chien, ils sont déjà en connexion d'amour. Ouais. Donc bon, bah, l'énergétique, il est partout en fait. Donc, et puis là, même entre nous, on ressent déjà des choses, entre vos petits mots. Il y a les poils qui se hérissent, il y a le... Voilà, il se passe des choses. Donc, l'énergie. Mais je pense que ça fait peur, ça, certaines personnes. Elles ont peur d'écouter leur cœur, d'écouter leur élan. Alors moi, dans ces cas-là, je leur dis, écoutez, allez regarder mon background. Vous verrez que bon, il y a quand même un petit peu C'est clair. de connaissance du terrain. C'est ça. Voilà. Et après, s'il y a vraiment une envie de me rencontrer, faut pas avoir peur. Mais je pense qu'il y a parfois des gens qui ont peur, en fait, qui se sentent appelés par un livre, un accompagnant, un auteur, qui que ce soit, et quel que soit le domaine. Et ça peut faire peur, hein, cette reconnaissance, en fait. Et, et je pense que et on a tous connu ça à un moment donné, et c'est quand on n'a pas confiance ni en soi, ni dans la vie. Complètement. Tout est une expérience qui peut nous apprendre. On rencontre quelqu'un, ça fonctionne, c'est super, et là c'est magique, c'est une aventure fabuleuse. On rencontre quelqu'un, un thérapeute ou un professeur de musique ou un amoureux, et ça ne le fait pas. Bah, c'est une expérience, ça nous donne une information. Et c'est magique aussi. C'est magique aussi, c'est vraiment l'opportunité aussi de transformer des choses en nous et d'évoluer. Ouais. Et cette société consumériste, elle nous met dans des postures beaucoup de contrôle. Oui. Et il faut à l'avance être sûr que ça va fonctionner. Il faut à l'avance, c'est comme si on lisait la fin d'un livre pour être sûr qu'on va l'acheter parce qu'on aime la fin. Non, la vie est pleine de surprises. Quand tu achètes un livre, oui, ou tu vois un film, tu vas peut-être être déçu par la fin. Mais c'est ça la vie. C'est accepter d'être émerveillé et puis parfois on est déçu. Mais c'est ça, c'est la vie. Et alors même, je vais dire, j'irai plus loin, Géraldine, mais je sais que tu vas me rejoindre, mais même dans cette déception, il y a une initiation à nos croyances à l'intérieur. Parce que quand on va valider des déceptions, c'est pile poil ce qu'on a expérimenté. Mais bien sûr. Ah ben voilà, j'en étais sûre, je me suis fait avoir. Et ben voilà, on va aller travailler là-dessus. Parce que c'est vachement intéressant. C'est toujours une matière à travailler. Il n'y a jamais de hasard, en fait. Dans toutes nos croyances de elle est géniale, elle est super, je l'avais sur un piédestal, ou surtout n'y va pas, ou alors je me suis fait avoir. Là-dedans, il y a quand même de quoi rencontrer qui nous sommes. Hein. Donc, tout est OK. Exactement. Et ça peut aussi dédramatiser ce qui nous arrive, c'est-à-dire se dire, tout est une opportunité pour que je découvre un peu plus de moi-même et que j'affine encore plus et que je puisse dépoussiérer le joyau qui demande à scintiller au-dedans de moi. Et donc, quand l'ombre se présente, ben, je rebondis en me servant de l'ombre. Et du coup, je trouve que c'est très dynamisant d'avoir cette vision de l'existence parce que ça veut dire que on gagne de toute façon. C'est clair. Et donc, quand on mord la poussière, qu'on est à genoux, qu'on est déçu, qu'on est en colère, bah on vit déjà. C'est déjà on a cette chance de sentir les choses. Et en plus de ça, on peut, à partir du moment où on a le décodeur, la conscience, prendre appui sur ce qui nous arrive et faire jaillir, bah, comme le lotus qui plonge ses racines dans la boue et qui perce l'eau et devient une fleur absolument magnifique. Et je pense que je trouve que ça, enfin moi, ça me porte d'avoir cette grille de lecture de l'existence et d'y mettre ce sens. C'est clair. Pareil. Donc, je vais lire, il est 21h08, ça va encore un peu de temps. L'illusion de toute puissance de certains
versus l'illusion de l'impuissance des hypersensibles spirituels. Donc ça, c'était Céline qui disait ça. La présence avec un grand P, avec un petit cœur. Il y a Patricia qui dit « Géraldine n'a pas conscience, je pense, de l'onde de l'impact positif qu'elle a sur le monde, sur les gens, par ses paroles, ses écrits et ses podcasts. » Oh, qui m'écrit une chose aussi belle? Alors, c'est Patricia du Sud. Oh, merci Patricia du Sud, c'est adorable. Après, il y a Sandrine qui dit « Tout est en haute vibration avec Géraldine. » Après, c'est une expérience à vivre, oui, avec 2 petits cœurs, une expérience unique. Je n'ai pas beaucoup de mots, mais des vibrations, une ouverture vers des espaces merveilleux. Exactement. Et Céline qui rajoute, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer avec une séance avec Géraldine, c'est ça qui est génial. C'est ça qui fait flipper certains aussi. Moi non plus, je ne sais pas. Et ouais, non mais c'est clair, hein. C'est un saut dans l'inconnu, mais cet inconnu, c'est la rencontre de soi. Donc, mais oui. Mais ouais. Voilà, et puis il y a Fator, et j'arrive pas à lire, une vision initiatique de l'existence. Patricia de Carcassonne, a dit Patricia du Sud, elle précise. Et oui, la joie de ne plus se sentir seul. En fait, on se sent pas seul quand on est comblé avec qui l'on est. En fait, on est une tellement source riche de joyaux intérieurs que cette solitude, elle a plus sa place finalement. Peut-être que cette personne parle du sentiment de solitude quand on se sent à part, tellement décalé. Oui, peut-être. En tant qu'hypersensible et encore plus spirituel. Peut-être, oui. On peut se sentir seul avec des valeurs, des centres d'intérêt, des choses qui ne sont pas les mêmes avec les personnes que l'on côtoie. Et je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes, suite au premier volume, qui m'ont dit qu'elles se sentaient mieux de sentir qu'elles ne sont pas seules à avoir cette même sensibilité, en fait. Peut-être que c'était dans ce sens-là. Oui, on se sent... Exactement. Avec des frères et des sœurs. Ouais. Mais après, j'ai envie d'insister, c'est vrai que quand on se reconnecte à soi, on a peut-être moins besoin aussi de la validation aussi, de la reconnaissance d'une forme de communauté, de fratrie, puisqu'on est reconnecté à la source. Donc de toute façon, on est déjà plusieurs. Hein. Oui, on se sent surtout incompris, dit Sophie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et mais je comprends tout à fait ce que nous dit cette personne. Et ça rejoint aussi ce que tu dis sur un autre plan, c'est-à-dire que il y a un moment donné où on fait la paix avec je me sens incomprise. Complètement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que souvent je suis très discrète en fait dans les environnements où je vais. Si on me connaît pas, je vais être assez évasive. Parce que je n'ai pas besoin d'exister avec ça. Mais aussi parce que ce décalage, il est OK pour moi. Je suis dans un monde de variété, dans un monde de multicoloration. Et mais pourquoi je suis OK avec ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a eu tout un processus à l'intérieur qui fait qu'il y a un espace de paix qui est de plus en plus là et de plus en plus longtemps et que je retrouve de plus en plus facilement et qui me permet à un moment donné de m'asseoir dedans, je dirais presque, et du coup, on voit à quel point la connexion avec soi-même va changer notre rapport au monde. Du coup, je suis dans l'acceptation en fait de ces différentes figures, de ces différentes manifestations du vivant, parce que finalement, ces différentes manifestations du vivant. Ensuite, je dis toujours que nous avons aussi le choix de rester dans des environnements ou pas. Et c'est OK de privilégier ce qui est plus confortable pour soi. On n'a pas besoin de s'imposer, d'être bien partout. Voilà. C'est aussi s'honorer, se reconnaître, se respecter que de se dire là, c'est pas trop pour moi. C'est OK que ça existe, mais moi, je vais plutôt aller par là. C'est ça.
C'est important de se respecter par rapport à ça. Il y a Demers, Nico, qui dit quel serait votre premier à lire? J'ai presque la réponse, mais... Des 2 ou des 13? On va parler des hypersensibles spirituels. Ah, Voilà. c'est difficile. Bah oui, je dirais le premier parce que il pose les bases, il explique mon processus, il explique aussi mon hypothèse et celle que je propose. Avec ouais, oui, c'est bien de lire le premier d'abord parce que celui-ci, je vais beaucoup plus loin sur différents aspects. Oui, je pense que le premier, voilà. Oui. Oui, finalement, oui. Tu as raison, Nathalie. Après, bon, voilà, je sais pas, c'est peut-être normé très, comment dire, progressif, mais bon, c'est le premier, quoi. Donc, déjà, il y a de quoi faire. Ben, c'est-à-dire qu'en plus, je fais comme pour mes animations de groupe et parfois aussi mes individuels, c'est-à-dire qu'il y a une montée, Oui. comme pour le boléro de Ravel. Trop bien. Et quand j'écris, c'est aussi ça, c'est-à-dire que je cueille le lecteur là où il en est, comme en consultation finalement, là où la personne en est, je la reçois, je l'accueille et je l'accueille là où elle en est, et ensuite je suis son rythme, son mouvement, sa musique, mais je veille à hop, monter en degré, en ouverture, en conscientisation. Et dans mon écriture, c'est ça, j'emporte pour que la personne ait vraiment une expérience dans sa lecture. Pas que une consommation d'informations. J'ai vraiment d'ailleurs, il y a toujours les prières, comme pour le premier volume, parce que je veux insuffler un ressenti, toucher les cœurs à travers les mots. Donc, s'il y a à choisir, oui, autant commencer par le premier parce qu'il y a une montée aussi de l'un vers le second. Voilà. J'ai envie de dire vivement le troisième. J'ai déjà ma petite idée. Ouais, non, mais c'est clair. Tu sais, j'ai déjà l'info, hein, donc voilà. Il y a Sophie qui dit, est-ce que vous écrivez avec de la musique? Oh, j'adore cette question. Merci Sophie. J'adore. Oui, j'écris avec de la musique, absolument. Je sais qu'il y a des auteurs qui ne supportent pas d'avoir de la musique. Ça dépend. Je dirais, pour être plus précise, quand c'est les romans, j'écris avec la musique tout le temps du début à la fin. Quand c'est cet ouvrage-là, ce type d'ouvrage-là aussi, parce que il y a quelque chose de vivant, d'énergétique, de vibratoire, j'ai besoin d'être portée pour pouvoir insuffler quelque chose, de monter en vibration aussi, d'être emportée. Oui, il y a un moment donné, c'est comme dans la danse, quand je suis calée avec la musique et que la musique, l'écriture et mon être ne font qu'un. C'est pareil que quand je danse, il y a quelque chose qui est divin à ce moment-là et où je sais que là, je touche des états de grâce et je sais qu'il y a quelque chose qui peut se transmettre en termes d'ondes bienfaisantes pour mon lecteur. Et je vais choisir des musiques spécifiques, pas en mode contrôle, mais préférer par exemple des musiques où il n'y a pas de paroles, parce que sinon ça parasite mon écriture. J'aime beaucoup en fond, en fait, sonore, avoir des musiques de films. Voilà, parce que... Très inspirant. Hein. Voilà, c'est parce que j'adore le cinéma, parce que la narration, la transmission, enfin je sais pas, il y a un truc qui se passe avec les musiques de films. Voilà. Merci pour cette question, j'adore. Merci Sophie, ouais, et Sophie est une grande mélomane, donc voilà, normal. Question normale, quoi. Bon, bah écoute, on a fait le tour peut-être en tout cas pour ce soir. Est-ce que c'est partie remise? Il y en aura d'autres. Oh bah oui, volontiers. J'adore. Ouais, moi aussi. C'est trop bien. Bah merci beaucoup. Bah c'est moi qui te dis merci Nathalie. Quel beau moment encore passé ici avec toi. Et le chat. Oui, bah, et le chat et le chien. Et le chien. Voilà, c'est ça. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Alors écoute, viens dire bonjour, c'est pas un problème. Salut, voilà. Chat. Voilà. Oh, t'es un gros matou. Voilà au balai. Oh là 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 là, royal.
Et toi, tu veux dire bonjour aussi? Allez, pendant qu'on y est. Coucou! Oui, c'est trop mignon. Coucou, mademoiselle! C'est mademoiselle Diva, donc on fait sa Diva. Ouais. Elle a l'air toute douce. Ouais, c'est un amour, c'est de l'amour à poil, vraiment. Hein? Trop mignon. Bon, bah merci beaucoup pour tous ces moments joyeux et puis très inspirants. Et je pense que vous allez être très contents de pouvoir partager aussi cette vidéo. Merci infiniment pour ce moment lumineux. Merci à vous. Et voilà, oui, partagez autour de vous parce que c'est toujours important aussi de faire de la communication. On en a toujours besoin. Quand on écrit des livres, on aime qu'ils soient lus. Bah oui, sinon. C'est un peu le but. Absolument. C'est pour ça que je remercie toujours mes lecteurs. Et d'ailleurs, dans la page de remerciements, je remercie mes lecteurs parce que, certes, il y a mon éditeur, mais s'il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de sens. Parce que on écrit pour être lu et pour transmettre, voilà, ce qu'on a envie de transmettre, quel que soit ce qu'on a envie de transmettre. Donc, c'est tellement important. Donc, merci. Ouais. C'est très important. Bah, tout le monde vous remercie, tu vois, c'est très gentil. Merci pour les petits mots d'amour et les petits cœurs, c'est trop chou. Voilà, et donc cette vidéo, je le précise, elle sera mise là tout de suite en IGTV et puis après sur YouTube. Donc tous ceux qui n'ont pas ces outils-là d'Instagram et qui ont envie de partager, surtout allez-y. Et sous les vidéos, à chaque fois, je mets les liens de tout le monde. Donc là, de Géraldine avec le livre précédent. Je vais remettre le lien avec le premier live pour ceux qui auront envie d'écouter le premier. Et ça permettra voilà, de communiquer et de voir tous ceux qui ont envie d'aller plus loin et puis de rencontrer Géraldine en visio. Avec joie. Un grand merci Nathalie, c'est très généreux. Merci beaucoup. Puis merci aux personnes qui étaient présentes. Exactement. Un grand et qui merci. vont regarder après. Ouais. Ouais, aussi. Bonne soirée Géraldine, bonne soirée à tous. Bonne soirée, et à bientôt. Nathalie. Au revoir. À bientôt.